Je m'appelle Gabriel, j'ai 32 ans, et ma propre famille m'a publiquement humilié lors du dîner d'anniversaire de ma mère, me traitant comme un cas de charité sans valeur pendant que mon frère étalait la richesse que je lui avais secrètement donnée. Avant de vous raconter comment j'ai légalement arraché tout son empire technologique d'entre ses pieds en une seule matinée, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Le tintement des lourds verres en cristal, le grincement des fourchettes en argent sur les assiettes en porcelaine, et le murmure bas et prétentieux des gens riches essayant de s'impressionner mutuellement remplissaient Mano. C'était sans doute le restaurant italien le plus cher de toute la ville. Le genre d'endroit qui ne met pas les prix sur le menu et exige une réservation 6 mois à l'avance. Nous étions là pour célébrer le 60e anniversaire de ma mère. Comme le voulait la tradition tacite dans notre famille, j'étais assis à l'extrémité de la longue table en acajou. C'était l'angle mort désigné juste à côté des portes battantes de la cuisine. Chaque fois qu'un serveur se précipitait en portant un plateau de pâte fumante, la lourde porte heurtait l'arrière de ma chaise. Je ne me suis pas plaint. J'ai juste doucement déplacé mon verre d'eau plus près du centre de la table pour qu'il ne se renverse pas sur la nappe blanche immaculée. À l'extrémité absolue de la table, commandant la pièce comme un roi tenant sa cour, était assis mon frère aîné, Romain. Il portait un costume bleu marine sur mesure qui épousait parfaitement ses épaules, une cravate en soie et une montre qui coûtait probablement plus que ce qu'il supposait être mon salaire annuel. Sa femme, Élodie, était assise juste à côté de lui. Ses doigts étaient lourdement décorés de diamants qui captaient la lumière tamisée du restaurant, et elle passa la plupart de la soirée à faire tournoyer un verre de vin rouge foncé et à avoir l'air ennuyé. Maman et papa étaient assis de chaque côté, rayonnant de fierté chaque fois que Romain ouvrait la bouche. Ils le regardaient comme on regarde un billet de loterie gagnant. Donc, le financement de série B vient d'être officiellement clos ce matin, a annoncé Romain, sa voix résonnant sans effort par-dessus la musique de jazz jouant doucement des haut-parleurs du plafond. 15 millions de dollars de nouveau capital. Nous projetons 50 millions de dollars de revenus d'ici le 4e trimestre. Le conseil d'administration est absolument ravi. Nous dominons complètement la part de marché. Papa a claqué lourdement sa main sur la table, souriant jusqu'aux oreilles, ses yeux brillant d'une adoration absolue. C'est mon garçon. J'ai toujours su que tu allais bâtir un empire, Romain. Je l'ai dit à tout le monde au club de golf. Je l'ai toujours su. Maman a tendu la main, ses bracelets en or s'entrechoquant, et a tapoté affectueusement la joue de Romain. Tu travailles si incroyablement dur, chérie. Tu mérites chaque bride de ce succès. Tu es une telle inspiration. J'ai pris une lente et mesurée gorgée de mon eau glacée. La condensation coulait le long du verre sur mes doigts. Je n'ai pas dit un seul mot. Je me suis juste assis en arrière et je les ai regardés jouer cette pièce familière. Puis vinrent les menus des desserts. Un jeune serveur, l'air totalement épuisé et surmené, distribua les livrets reliés en cuir à la table. Maman ajusta ses lunettes de lecture, parcourant les options, puis jeta un coup d'œil désinvolte le long de la table vers moi. « Gabriel, tu veux du tiramisu ?» demanda-t-elle, son ton portant cette légère pointe de pitié qu'elle utilisait toujours en me parlant. Ou peut-être juste une boule de glace à la vanille. Avant que je ne puisse même ouvrir la bouche pour lui répondre, Romain se pencha en arrière sur sa chaise. Le cuir craqua bruyamment. Un sourire suffisant et profondément arrogant se dessina sur son visage. Il me regarda, ses yeux parcourant ma simple chemise boutonnée. Et puis il regarda le reste de la table pour s'assurer que tout le monde lui prêtait attention. « A-t-il même de l'argent pour un café ?» demanda Romain, sa voix assez forte pour que les tables voisines l'entendent. La table entière devint complètement et inconfortablement silencieuse pendant exactement 2 secondes. Puis le rire cruel commença à se propager. D'abord, Élodie gloussa, pressant sa serviette en lin sur ses lèvres maquillées. Puis ma jeune sœur, Léa, laissa échapper un petit rire nerveux et aigu tout en regardant son assiette. Même mon oncle Marc, un homme qui s'est toujours enorgueilli d'être la boussole morale et religieuse de notre famille, laissa échapper un rire profond et retentissant. « Romain, arrête s'il te plaît, » dit maman. Mais sa voix manquait de toute autorité réelle, et le coin de ses yeux était plissé. Elle souriait. Elle souriait toujours quand Romain faisait ses petites blagues à mes dépens. C'était comme ça que notre famille se liait, en me piétinant. Je suis tout à fait sérieux, cependant, continua Romain, se penchant en avant et posant agressivement ses coudes sur la table. Il jouait pleinement pour son public captif maintenant. Gabriel, honnêtement, quel est ton salaire dans cet entrepôt d'expédition ? Comme 30 000 par an avant impôt ?
Il n'attendit pas ma réponse. Il se tourna vers sa femme, gesticulant avec sa fourchette. « Chérie, n'est-ce pas à peu près ce que nous dépensons juste pour l'assurance et l'entretien de ta Porsche ?» Élodie jeta ses cheveux blonds par-dessus son épaule et offrit un sourire condescendant. « À peu près, plus les détails haut de gamme. Les voitures comme ça sont chères à entretenir. » Ma mâchoire se serra si fort que mes dents me firent mal. Je gardai mon visage complètement impassible, une compétence que j'avais perfectionnée au cours de la dernière décennie. « Quelque chose comme ça, répondis-je doucement, gardant ma voix parfaitement stable. « Tu vois, c'est exactement de ça que je parle, » dit Romain, levant les mains en l'air comme s'il s'adressait à un amphithéâtre bondé. « Aucune ambition, aucune motivation. Tu n'as même jamais demandé de promotion. J'ai gagné 6 chiffres à l'âge de 25 ans. J'ai construit une immense entreprise technologique de toutes pièces, avec mes propres mains. Pendant ce temps, Gabriel scannait toujours des cartons et conduit un chariot élévateur à 32 ans. Bien, et ce que tu dis quand tu as complètement abandonné la vie. » Oncle Marc ajusta sa cravate en soie, se penchant sur son assiette vide. « Tu sais, Gabriel, il y a des programmes d'État. Tu pourrais retourner au collège communautaire. Romain pourrait probablement te trouver un emploi de débutant dans son service de courrier si tu montrais un peu d'initiative. Tu ne peux pas juste te laisser porter par la vie. »« Je vais très bien, oncle Marc, » dis-je, le fixant directement dans les yeux jusqu'à ce qu'il détourne le regard. Romain laissa échapper un rire sec qui résonna dans la salle à manger. « Regarde cet endroit, Gabriel. C'est le dîner du 60e anniversaire de maman, un événement marquant, et tu n'as même pas proposé de partager l'addition avec moi. Savez-vous tous pourquoi? Parce que leur espresso standard ici coûte 8 $. Il n'a même pas les moyens de participer au style de vie de cette famille. » L'épaisse couverture d'humiliation pesait lourdement dans l'air. Le serveur revint nerveusement, tenant un bloc-notes, et demanda qui voulait un café avec son dessert. Romain commanda nonchalamment une tournée d'expressos importés chers et de liqueurs de fin de repas pour toute la table. Puis il me désigna spécifiquement du doigt et dit au serveur, « Rien pour lui. Il a un budget très strict. » D'autres rires éclatèrent de ma famille. Je sentis une chaleur piquante d'intense colère monter de la base de mon cou jusqu'à mon cuir chevelu. Je regardai ma mère. Elle était occupée à admirer le collier de diamants d'Élodie, ignorant complètement mon exécution publique. Je regardai mon père. Il hochait la tête en accord avec Romain, prenant une gorgée de son whisky. Pas une seule personne assise à cette table ne me voyait comme un être humain vivant et respirant, avec des sentiments. Il me voyait comme un accessoire, une chute facile, un échec misérable qu'il pouvait utiliser pour contraster avec le succès doré et éclatant de Romain. Sous la lourde nappe de lin, cachée de leurs yeux jugeurs, je sortis mon smartphone de ma poche. J'ai déverrouillé l'écran, ouvert mon application de messagerie sécurisée et trouvé le fil de discussion crypté avec Nicolas, mon gestionnaire de patrimoine principal. Mes pouces se sont déplacés rapidement et avec une précision absolue sur l'écran tactile. Initier le protocole de sortie sur la prochaine position de solution technologique. Tout. Dès lundi matin, sans délai. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai glissé le téléphone dans ma poche, le métal froid pressé contre ma jambe. Le serveur est revenu quelques minutes plus tard et a soigneusement posé une petite tasse d'espresso fumante directement devant Romain. L'arôme riche et sombre des grains de café torréfié a rempli l'espace entre nous. Romain l'a ramassé par la poignée délicate, prenant une gorgée lente et très théâtrale, gardant ses yeux froids entièrement fixés sur les miens. Il pensait sincèrement qu'il avait complètement brisé mon esprit. Il était assis là, convaincu qu'il était le roi intouchable du monde. Intouchable et suprême. Je l'ai regardé droit dans les yeux, droit dans ses yeux suffisants. Pour la toute première fois de la soirée, un sourire authentique et détendu a traversé mon visage. Mon frère arrogant ignorait que cette tasse de café à 8 $ qu'il venait de me refuser allait lui coûter toute l'œuvre de sa vie. Pour comprendre comment j'ai fini par être assis à cette table en tant que millionnaire secret, il faut remonter 10 ans en arrière. Le ciel était lourd, d'un gris impitoyable, crachant une pluie verglaçante misérable le jour des funérailles de ma grand-mère. Je me tenais à l'arrière du cimetière boueux, mon costume bon marché trempé, regardant la terre sombre et humide être pelletée sur son cercueil. Grand-mère était la seule personne de toute la famille qui me voyait vraiment. Elle ne m'a jamais comparé à Romain. Elle ne m'a jamais fait sentir que j'étais une erreur simplement parce que je ne voulais pas être un requin d'entreprise bruyant et agressif.
Une semaine après les funérailles, nous nous sommes tous réunis dans le bureau d'un avocat guindé pour la lecture de son testament. L'atmosphère était tendue. Romain dépensait déjà mentalement ce qu'il supposait être une aubaine massive. Mais lorsque l'avocat a distribué les documents, la pièce est devenue silencieuse. Tout le monde a été absolument choqué de découvrir qu'elle avait complètement contourné mes parents et Romain. Elle m'avait laissé toutes ses économies directement à moi. L'héritage était exactement de 200 000 $. Pour mes parents, ce n'était qu'un joli petit nid, de quoi acheter une maison modeste. Pour Romain, qui courait déjà après des entreprises technologiques à haut risque et dépensait de l'argent dans des dîners coûteux, ce n'était qu'une petite monnaie. Il a même ri dans le bureau de l'avocat, le qualifiant de mignon. Mais pour moi, tenant ce chèque de banque, c'était le fondement lourd et solide de tout mon avenir. Pendant que Romain s'acharnait à accumuler des dettes massives de cartes de crédit pour maintenir désespérément l'illusion d'un mode de vie riche et réussi, j'ai pris cet héritage et j'ai complètement disparu de l'arrière-plan de leur vie. J'ai loué un petit appartement exigu d'une chambre dans un quartier ouvrier. J'ai acheté une Honda Civic de 15 ans avec une énorme bosse sur la porte passager et de la peinture écaillée. Je portais de simples t-shirts sans marquer des jeans délavés. Et chaque jour, pendant que ma famille pensait que je perdais mon temps à jouer aux jeux vidéo, j'étudiais rigoureusement les marchés financiers. J'ai lu tous les livres, analysé toutes les tendances et appris seul les mécanismes brutaux de la création de richesse. J'ai commencé doucement. J'ai investi massivement dans des actions de premier ordre stables et à dividendes. Lorsque le marché immobilier a connu une brève baisse, j'ai acheté des propriétés multifamiliales en difficulté à bas prix, j'ai réparé la plomberie et les cloisons sèches avec mes propres mains ensanglantées et je les ai revendues pour un pur profit. Une fois que j'ai eu accumulé une énorme réserve de liquidités, je me suis agressivement tourné vers le capital investissement et le capital risque. Au cours d'une décennie épuisante, grâce à une discipline implacable et à des mouvements calculés à fort effet de levier, j'ai transformé cet héritage initial de 200 000 $ en un portefeuille diversifié stupéfiant de 80 millions de $. Mais je n'en ai jamais dit un mot à ma famille. Je savais exactement, avec une certitude terrifiante, ce qui se passerait si je le faisais. La dynamique deviendrait hautement toxique du jour au lendemain. Soudain, mon oncle Marc frapperait à ma porte, exigeant un prêt à haut risque pour sa quincaillerie constamment en difficulté. Léa pleurerait et exigerait que je rembourse instantanément ses énormes prêts étudiants et que je finance le futur fonds universitaire de ses enfants. Maman et papa s'attendraient soudainement à ce que je leur achète une maison de retraite en bord de mer en Floride. Et Romain manipulerait la situation légalement et émotionnellement pour trouver un moyen de faire de mon argent durement gagner son argent. J'avais donc besoin d'un déguisement permanent. Je suis allé chercher un emploi à temps partiel épuisant dans un immense entrepôt de logistique et d'expédition. Le travail physique était intense. Les horaires étaient terribles, et le salaire était à peine supérieur au salaire minimum. Mais l'entreprise offrait une assurance maladie incroyablement robuste, dont j'avais besoin. Plus important encore, cela fournissait une histoire de couverture absolument parfaite. Ma famille a vu les bottes de sécurité abîmées, le gilet haute visibilité sale et l'épuisement sur mon visage, et ils ont instantanément cessé de poser des questions sur ma vie. Ils ont également complètement cessé de demander des faveurs financières. C'était le bouclier impénétrable parfait. Ce système a fonctionné parfaitement jusqu'à il y a exactement 4 ans. Romain venait d'abandonner avec arrogance son emploi de bureau confortable pour créer Next Tech Solutions. Il avait d'énormes rêves de changer le monde, un ego violemment gonflé et absolument aucun capital réel. Pendant 6 mois brutaux, il a agressivement présenté son logiciel basé sur le cloud à chaque société de capital risque de l'État. Chacune d'elles l'a renvoyé du conseil d'administration. Son produit était considéré comme beaucoup trop de niche. Ses prévisions financières étaient qualifiées de pure fantaisie par des analystes sérieux, et son équipe fondatrice n'avait aucun bilan de succès. Il se noyait rapidement. La banque menaçait activement de saisir sa maison massive et surendettée. Le stress déchirait sa vie, et il faisait face à un divorce très compliqué et très médiatisé avec Élodie s'il ne pouvait pas rapidement offrir le mode de vie luxueux qu'elle exigeait avec acharnement. Élodie parlait déjà à un avocat des arrangements de garde. Je me souviens être assis dans mon fauteuil usé de seconde main dans mon appartement calme, regardant les rapports financiers désastreux de sa start-up en faillite que j'avais secrètement acquis par l'intermédiaire d'un courtier privé. Malgré l'arrogance massive de Romain, le logiciel de base que son ami discret Lucas avait codé était en fait brillant. Il avait un réel potentiel pour perturber le marché.
Il avait juste désespérément besoin du bon soutien financier et d'une orientation stratégique. Je suis resté assis là pendant des heures dans l'obscurité. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et regarder mon propre frère tout perdre. Sa maison, sa femme, son esprit. Mais je savais aussi avec une précision terrifiante que sa fierté toxique ne lui permettrait absolument jamais de prendre un seul sou de son petit frère perdant qui travaillait dans un entrepôt. Il préférerait faire faillite plutôt que d'admettre que j'avais plus de succès que lui. J'ai donc passé un appel téléphonique sécurisé à Nicolas. Nous avons immédiatement créé une société écran opaque appelée SV Capital Holdings, opérant comme une filiale profondément enfouie de ma principale société d'investissement, Sterling Venture. Tout était complètement enterré sous des couches complexes de procuration légale, de routage offshore et d'accords de non-divulgation inattaquables. SV Capital est intervenu à la dernière heure et a offert à Romain une bouée de sauvetage massive, 800 000 $ de financement de démarrage immédiat pour maintenir les activités et payer les serveurs. En échange, SV Capital a pris une participation majoritaire de 60% dans Nextech Solutions. Romain était si désespéré, si terrifié par l'échec, qu'il a signé les documents légaux si vite que l'encre a physiquement bavé sur la page. Il pensait sincèrement qu'il avait miraculeusement convaincu un mystérieux et brillant milliardaire de la Silicon Valley de croire en sa grande vision. Il n'avait absolument aucune idée que son sauveur financier, le maître de son univers, était exactement le même type qui chargeait de lourdes palettes en bois pendant le froid quart de nuit. Au cours des 4 années suivantes très stressantes, alors que son entreprise gagnait miraculeusement du terrain et se développait, j'ai autorisé plusieurs cycles massifs de financement par le biais de partenariats secondaires déguisés. Mon investissement total en espèces a finalement atteint exactement 4,7 millions de $. Grâce à mon soutien solide et inébranlable, d'autres investisseurs timorés se sont sentis incroyablement en sécurité en s'y joignant lors des tours ultérieurs. La valorisation de l'entreprise a grimpé en flèche, atteignant près de 80 millions de $. Sur le papier, ma participation majoritaire de 60% valait à elle seule plus de 46 millions de $. J'étais le moteur silencieux et invisible qui faisait fonctionner toute sa vie. J'ai acheté la maison dans laquelle il dormait. J'ai payé la Porsche que sa femme conduisait. Mais une chose très étrange et profondément laide s'est produite alors que Romain devenait riche. Plus ma firme injectait d'argent dans son entreprise, plus il me traitait mal. C'était comme si sa valeur nette en augmentation rapide l'obligeait à me pousser de plus en plus dans la boue pour maintenir son fragile équilibre psychologique. Chaque rassemblement familial, chaque dîner de vacances devenait une scène théâtrale pour qu'il dénigre brutalement mon travail d'entrepôt, se moque de ma vieille voiture et insulte mes vêtements bon marché. Et pendant 4 ans, j'ai tout supporté. J'ai ravalé les insultes amères parce que j'aimais sincèrement ma famille et je valorisais ma paix tranquille avant mon ego. Je pensais vraiment qu'endurer ces abus et garder le secret massif était le prix nécessaire que je devais payer pour garder la famille intacte et mon frère hors de la rue. Mais cette nuit terrible au restaurant italien, en regardant ma propre mère sourire chaleureusement alors qu'il se moquait vicieusement de ma simple capacité à acheter une tasse de café, quelque chose de fondamental et de permanent en moi a finalement craqué. Ce n'était plus seulement Romain. C'étaient eux tous. Ils avaient volontairement créé un écosystème très toxique où ma valeur humaine fondamentale était entièrement dictée par le logo de luxe sur ma voiture et le titre fabriqué sur ma carte de visite. Romain avait désespérément besoin d'un brutal et d'un appel à l'ordre qui changerait sa vie. Il avait besoin que toute sa réalité soit brisée, et j'étais la seule personne sur Terre à avoir le pouvoir financier absolu de le faire. À exactement 9 heures, lundi matin, l'air était épais de l'odeur des gaz d'échappement diesel et du carton humide. J'étais debout sur le quai de chargement gelé de l'entrepôt. Le lourd grondement rythmique des 18 roues reculant dans les baies remplissait l'air du matin, masquant le son de mon téléphone vibrant agressivement dans ma poche avant. J'ai retiré mes lourds gants de travail en cuir, mes doigts raidis par le froid, et j'ai répondu à l'appel. « Bonjour, Gabriel. » La voix calme et parfaitement mesurée de Nicolas est venue du haut-parleur du téléphone. Il semblait être assis dans une pièce insonorisée, à des kilomètres du bruit de ma réalité. J'ai le dossier des solutions Nextech ouvert sur mon bureau. Avant d'appuyer sur ce bouton, j'ai besoin d'une confirmation verbale. Êtes-vous absolument sûr à 100% de vouloir procéder à la désinvestissement total? Le financement de série C est à l'horizon. Si vous maintenez votre position pendant seulement 1 an de plus, votre participation pourrait facilement doubler. J'ai regardé un collègue fatigué conduisant un chariot élévateur jaune laisser tomber une énorme palette en bois lourd sur le sol en béton avec un bruit sourd. Je suis sûr, Nicolas. Débranchez-le.
Videz-le. Compris, a dit Nicolas. Son ton est instantanément passé de conseiller à celui de pur exécuteur d'entreprise impitoyable. L'exercice de la clause de sortie immédiate déclenchera des conséquences financières immédiates catastrophiques pour l'entreprise. En tant qu'actionnaire majoritaire, le retrait violent de vos 4,7 millions de dollars de capital d'exploitation violera instantanément leur clause d'équilibre de liquidité opérationnelle. Ils auront exactement 30 jours pour obtenir un capital de remplacement complet où les protocoles de liquidation hostile s'activeront automatiquement. La firme sera démantelée. Rédigez les avis légaux, ai-je instruit, ma voix inébranlable. Et assurez-vous que le langage juridique est aussi froid que la glace. Aucune place à l'interprétation. Aucune place à la négociation. J'ai raccroché le téléphone, l'ai glissé dans ma poche, remis mes gants de cuir et suis retourné charger des cartons. De l'autre côté de la ville, dans un immense bureau d'angle vitré surplombant tout le paysage urbain, la bombe financière a explosé. Plus tard cette semaine-là, j'ai appris les détails exacts de ce qui s'était passé de l'un des jeunes analystes terrifiés qui avait quitté le navire. Romain était en plein milieu d'une présentation marketing très arrogante lorsque son avocat d'entreprise principal a fait irruption par les lourdes portes vitrées de la salle de conférence. L'avocat n'a pas frappé. Son visage était de la couleur absolue de la cendre humide et il transpirait à travers sa chemise chère. L'avocat s'est avancé jusqu'à l'avant de la pièce et a remis à Romain une seule feuille terrifiante de papier légal épais. C'était l'avis de sortie formelle et irrévocable de SV Capital Holdings. Romain a arraché le document, agacé par l'interruption. Mais tandis que ses yeux parcouraient le texte, ses mains ont commencé à trembler violemment. La tasse de café en céramique posée sur son bureau en acajou a même cliqueté. L'avis légal ne donnait pas de raison polie. Il n'offrait pas de réunion amicale pour discuter des termes. Il n'offrait pas de phase de négociation. Il se contentait de déclarer froidement en terminologie juridique brutale que l'actionnaire majoritaire retirait immédiatement tous les fonds opérationnels et exigeait le remboursement complet de 4,7 millions de dollars dans un délai de 30 jours exactement. Conformément à l'accord d'actionnaire principal qu'il avait signé il y a 4 ans. C'était une sentence de mort d'entreprise. En 2 heures angoissantes, la nouvelle dévastatrice a fui du bureau exécutif vers les investisseurs minoritaires de série B. Les capital risqueurs sont exactement comme les grands requins blancs. La seconde même où ils sentent une seule goutte de sang dans l'eau, une frénésie alimentaire violente commence. Si le principal soutien financier, l'entité mystérieuse qui détenait 60% de l'entreprise avec confiance, faisait soudainement ses valises et fuyait au milieu de la nuit, cela signalait une défaillance terminale cachée catastrophique au sein de l'entreprise. À midi, la panique avait complètement consumé le bâtiment. 3 investisseurs minoritaires différents avaient déjà contacté leurs équipes juridiques et déposé des injonctions d'urgence pour geler leurs fonds restants. Lucas, le brillant cofondateur et ingénieur logiciel principal de Romain, a traversé la réception en trombe et a ouvert la porte du bureau de Romain d'un coup de pied. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a crié Lucas, claquant son lourd ordinateur portable sur le bureau immaculé de Romain, fissurant le vernis du bois. SV Capital est parti. Il retire près de 5 millions de dollars en espèces. Nous n'avons pas ça. Nous avons dépensé l'intégralité du dernier cycle de financement pour la nouvelle infrastructure de serveurs et votre ridicule campagne de marketing par panneau d'affichage massif. Romain hyperventilait, sa poitrine se soulevant, son costume sur mesure lui semblant soudainement un corset suffocant. Je ne sais pas. Je jure devant Dieu, Lucas, je n'ai rien fait. Nous avons atteint tous nos objectifs clés. Les chiffres trimestriels sont tout à fait solides. Je les appelle tout de suite. Il doit y avoir une erreur. Il a composé frénétiquement le numéro de téléphone de la liaison privée de SV Capital. Cela a sonné 2 fois et est allé directement à un répondeur automatique froid et générique. Il a jeté son téléphone contre le mur. Il a rappelé son avocat principal. L'avocat, la voix tremblante, lui a dit qu'il devait immédiatement commencer à préparer les documents pour une faillite chapitre 11, afin de protéger ses biens personnels des retombées. À exactement 13h15, mon téléphone a vibré intensément dans ma poche. Je me suis éloigné du bruyant tapis roulant et j'ai regardé l'écran fissuré. C'était Romain. Je l'ai laissé sonner 3 fois, le laissant suer avant de finalement appuyer sur répondre. Salut, Romain. Je suis en plein milieu d'une grosse équipe. Fais vite. Mon superviseur me regarde. Gabriel, la voix de Romain était complètement méconnaissable. Elle était aiguë,
incroyablement frénétique, et entièrement dépourvu de l'arrogance écœurante qu'il avait affichée au restaurant. Il sonnait comme un enfant terrifié. Gabriel, mec, tout s'effondre. Quelque chose de vraiment, vraiment grave se passe au bureau. Je me suis adossé au mur de briques froid et rugueux de l'entrepôt, écoutant la panique dans sa respiration. De quoi parles-tu? Tu ne te vantais pas de la clôture de 15 millions de dollars? Mon principal investisseur? Romain a étouffé les mots, comme s'il était sur le point de vomir. SV Capital. Ils retirent tout. Ils exigent 4,7 millions de dollars en espèces dans 30 jours. Si nous ne les payons pas, ils ont le droit légal de liquider toute l'entreprise. Nous sommes morts, Gabriel. Nous sommes complètement, totalement morts. Waouh, ai-je dit, gardant ma voix parfaitement plate, totalement dépourvue de toute sympathie. Ça a l'air incroyablement stressant. Stressant, Gabriel? C'est une catastrophe catastrophique. Des années de mon sang, de ma sueur et de mes larmes, toute ma maison est mise en garantie sur les prêts commerciaux initiaux. La voiture d'Élodie est louée directement sous le crédit de l'entreprise. Je vais tout perdre ce que je possède. Il a pris une profonde, haletante et désespérée inspiration. Pendant une longue seconde, il y eut un silence de mort absolu sur la ligne. Seul le son de sa respiration paniquée. Je savais exactement, avec une précision terrifiante, ce qui allait arriver ensuite. Écoute-moi, bégaya Romain, sa fierté complètement effondrée. As-tu des économies? Quoi que ce soit. Je sais que tu ne gagnes pas beaucoup à l'entrepôt, mais peut-être as-tu des fonds d'urgence secrets, quelques milliers juste pour m'aider à couvrir la paie des employés cette semaine pendant que j'essaie de comprendre ce cauchemar. J'ai baissé les yeux sur le bout de ma botte de travail bon marché, sale et abîmée. L'audace pure et stupéfiante de la question m'a presque fait rire aux éclats. L'homme qui m'avait publiquement humilié il y a 48 heures me suppliait maintenant de quelques sous pour sauver son empire. Romain, dis-je très lentement, laissant délibérément le silence s'étirer pour maximiser la piqûre. Je travaille dans un entrepôt, tu te souviens? Je ne peux même pas me payer une tasse de café à 8 dollars. J'ai entendu une inspiration nette et douloureuse à l'autre bout du fil. La réalisation de ce qu'il avait fait l'a frappé comme un coup physique. C'est ça, mon Dieu. C'est ça. Je suis désolé. Je suis juste en train de perdre la tête ici. Je ne sais pas quoi faire. Bonne chance, Romain, ai-je dit froidement et fermement et j'ai appuyé sur le bouton rouge pour terminer l'appel. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et je suis retourné dans le bruyant et chaotique entrepôt. La tempête avait officiellement touché terre et c'était magnifique. Mercredi matin, la panique absolue avait violemment infecté tout le réseau familial. Mon téléphone a explosé avec un flot incessant de messages terrifiés. Maman a laissé 3 messages vocaux incroyablement frénétiques, sa voix tremblante et craquant de larmes. Gabriel, s'il te plaît, tu dois me rappeler immédiatement. Ton frère est dans de très, très gros problèmes. Les avocats parlent de saisir ses biens. Il pourrait perdre la grande maison. La tension artérielle de ton père est au plus haut. Nous ne savons pas quoi faire. Même Élodie m'a appelé. Élodie, la femme qui n'avait même pas pris la peine d'apprendre mon nom de famille correct avant le mariage, sanglotait ouvertement au téléphone. Elle ne pleurait pas pour le rêve de Romain. Elle pleurait parce que la banque avait déjà envoyé des lettres d'avertissement concernant la saisie immédiate de sa chère Porsche. La grande illusion scintillante de leur vie impeccable et ultra riche était en train de se briser violemment en morceaux en temps réel. Et ils n'avaient absolument aucune idée de comment gérer les bords incroyablement tranchants. Ils saignaient socialement et financièrement derrière les portes lourdement gardées de Nextech Solutions. L'entreprise se déchirait agressivement de l'intérieur. Lucas, qui était toujours nettement plus vif et plus paranoïaque que Romain, a carrément refusé d'accepter le départ soudain et inexpliqué de leur principal investisseur. Il a engagé un comptable judiciaire privé incroyablement cher et impitoyable pour retracer en profondeur les lignes de communication cachées et les numéros de routage de SV Capital Holdings. Jeudi matin, alors que je mangeais un bol de flocons d'avoine bon marché, Nicolas m'a appelé sur ma ligne sécurisée lourdement cryptée. Gabriel, nous avons une légère complication potentiellement volatile. Nicolas a rapporté, son ton tendu. Le cofondateur de Nextech, Lucas, a creusé agressivement. Il a retracé une anomalie fiscale très mineure et obscure d'il y a 3 ans.
Il sait avec certitude que SV Capital n'est pas une immense entreprise de la Silicon Valley. Il a retracé l'empreinte IP spécifique des virements initiaux. Il sait que l'argent provenait d'un compte de patrimoine privé local situé ici même dans votre ville. A-t-il un nom, ai-je demandé, regardant par la fenêtre maculée de mon petit appartement exigu, observant la circulation matinale. Non, m'a assuré Nicolas rapidement. Le mur de procuration que j'ai construit est en fer massif, mais il sait que l'investisseur est local. Il hurle actuellement après Romain au bureau, le poussant agressivement à fouiller ses réseaux locaux, exigeant de savoir exactement qui Romain a énervé dans cette ville. Il pense que Romain a insulté un milliardaire local. J'ai esquissé un sourire lent et sombre. Les lourds murs se refermaient rapidement sur Romain. La profonde paranoïa le rongeait de l'intérieur. Il était probablement assis à son bureau, réexaminant mentalement chaque interaction au country club, chaque commentaire incroyablement arrogant qu'il avait jamais fait à un homme d'affaires local lors d'un gala de charité. Se demandant frénétiquement qui était en train de détruire systématiquement sa vie. Il regardait partout, mais il n'a jamais une seule fois regardé en bas. Il n'a jamais regardé le frère debout dans la poussière juste sous ses chaussures en cuir chair. Incapable de faire face à la pression croissante, maman a convoqué une réunion de famille d'urgence obligatoire pour vendredi soir chez elle. C'était un sommet de crise. Avant de quitter mon appartement pour la maison de mes parents, je me suis assis à ma petite table de cuisine rayée, mon ordinateur portable ouvert. La lueur de l'écran éclairait la pièce sombre. J'ai tapé un email hautement sécurisé à Nicolas. Nicolas, rédigez une offre de rachat formelle et juridiquement contraignante. Dites à Nextech Solutions que SV Capital est prêt à offrir une sortie profondément remisée. Nous accepterons 3,2 millions de dollars en espèces pour nous retirer proprement et restituer l'intégralité de notre participation de 60% aux partenaires fondateurs. Ils doivent toujours trouver agressivement le financement relais dans les 30 jours restants. Mais cela réduit considérablement l'obstacle financier. Nicolas m'a rappelé dans les 2 minutes, sa voix teintée de confusion. Gabriel, avec respect, c'est une réduction massive de 1,5 million de dollars sur votre investissement initial. Vous donnez de l'argent. Pourquoi diable leur offrez-vous une réduction alors que vous détenez toutes les cartes? Parce que, ai-je dit, ma voix se durcissant comme de l'acier. Je ne veux pas complètement détruire toute la vie de mon frère. Je veux complètement détruire son ego toxique. Cette réduction massive est la pas sur l'hameçon. Si le chiffre reste trop élevé, il abandonne simplement, dépose le bilan et joue la victime éternelle. Si je le réduis stratégiquement à 3,2 millions, cela lui donne une petite et angoissante lueur d'espoir. Cela le force à se lever et à se battre pour sa vie. Compris. C'est un jeu psychologique. J'enverrai l'offre immédiatement. Une chose de plus, ai-je ajouté. Mon cœur battait un peu plus vite, cognant contre mes côtes. Lorsque vous enverrez la feuille de modalité officielle à ses avocats ce soir, retirez complètement le bouclier de procuration. Mettez mon vrai nom légal sur la ligne du bénéficiaire ultime. Divulgation complète non masquée. Nicolas a fait une pause. Je pouvais l'entendre prendre une inspiration. Êtes-vous absolument sûr, Gabriel? Une fois que j'aurai envoyé cet email, la vérité sera dévoilée. Il est absolument impossible de remettre le fantôme dans la machine. Votre vie va changer. Envoyez-le à exactement 20 heures, ai-je ordonné et j'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai attrapé mes clés, suis sorti sur le parking faiblement éclairé et suis monté dans ma vieille Honda Civic. Le vieux moteur a légèrement craché avant de finalement démarrer. J'ai serré le plastique froid et dur du volant, sentant la texture usée. Pendant 10 longues années épuisantes, j'avais complètement caché mon vrai moi, mon vrai pouvoir de protéger ma famille de l'influence corruptrice de l'argent. Maintenant, j'allais utiliser cet argent exact pour les forcer violemment à voir la vérité. J'ai traversé la ville, regardant les quartiers passer de la classe ouvrière à la classe moyenne supérieure jusqu'à ce que j'arrive à la maison de mes parents. La grande allée était complètement bondée. La Porsche brillante de Romain était garée à la hâte sur la pelouse avant bien entretenue. Un signe clair de son état de panique. La berline de luxe de l'oncle Marc bloquait l'allée d'entrée. Je me suis garé dans la rue, j'ai pris une profonde et régulière inspiration, et j'ai marché lentement jusqu'à l'énorme porte d'entrée en chêne. Je suis entré dans le salon. L'atmosphère était incroyablement suffocante et sombre. On avait l'impression d'entrer dans une veillée funèbre. Maman était assise rigidement sur le canapé fleuri,
serrant un mouchoir humide à 2 mains. Papa arpentait frénétiquement de long en large près de la cheminée éteinte, se frottant furieusement les tempes. Élodie était recroquevillée dans un grand fauteuil, son maquillage coûteux lourdement maculé autour de ses yeux, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en seulement 4 jours. Et Romain avait l'air entièrement et fondamentalement brisé. Le costume sur mesure du restaurant avait disparu, remplacé par un sweat à capuche gris taché et froissé et un pantalon de survêtement. Il était penché sur la table basse en verre, fixant d'un air absent le parquet. Ses mains étaient profondément enfouies dans ses cheveux mal coiffés. Il avait l'air complètement vaincu. « Gabriel », dit maman d'une voix faible en entrant dans la pièce, à peine un murmure. « Tu es en retard. »« Désolé », dis-je nonchalamment, m'asseyant sur une chaise de salle à manger en bois rigide et inconfortable, rangée dans le coin le plus éloigné de la pièce. La circulation était mauvaise en venant de l'entrepôt. « Eh bien, maintenant que nous sommes enfin tous ici, dit l'oncle Marc, se levant et essayant de prendre le contrôle de la pièce avec sa voix forte et autoritaire habituelle. Examinons les faits concrets. Romain cessa de fixer le sol. Quelle est la situation exacte? Romain souleva lentement et douloureusement la tête. Ses yeux étaient profondément injectés de sang, avec de lourdes cernes en dessous. Nous sommes morts. La firme est complètement morte. SV Capital a catégoriquement refusé de négocier une prolongation. Les investisseurs de série B préparent actuellement des poursuites massives contre moi personnellement pour fausses déclarations flagrantes de stabilité financière. J'ai exactement 2 semaines avant que la banque n'entame des procédures pour saisir la maison. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir, insista papa, cessant son va-et-vient frénétique et pointant un doigt vers Romain. Tu as bâti cette incroyable entreprise, Romain. Tu es un génie. Ne peux-tu pas simplement aller trouver un autre investisseur? Comment les appelles-tu? Un investisseur providentiel? Romain laissa échapper un rire amer, incroyablement creux, qui sonnait comme du métal gratté. Personne n'investit des millions dans un bâtiment en feu, papa. SV Capital était notre ancre massive. Sans leur soutien, nous avons l'air d'une arnaque complète. Nous avons besoin de 5 millions de dollars en espèces juste pour maintenir les lumières allumées et les racheter. Où diable vais-je trouver 5 millions de dollars? La banque m'a littéralement ri au nez ce matin. Oncle Marc soupira lourdement, croisant les bras et me regardant directement de l'autre côté de la pièce. C'est dommage que nous n'ayons pas plus de ressources financières dans cette famille. Si certaines personnes s'étaient réellement appliquées dans la vie au lieu de se contenter de la médiocrité, peut-être pourrions-nous mettre notre argent en commun pour aider. Je le regardais droit dans les yeux, mon visage un masque de pierre absolument illisible. Vous me regardez, oncle Marc? Je dis juste Gabriel, dit Marc, secouant la tête avec une profonde déception. Ton frère fait face à la ruine financière totale. C'est une crise familiale massive. Et qu'apportez-vous à la table? Un salaire d'entrepôt? Vous ne pouvez même pas lui acheter une tasse de café. Vous êtes un spectateur complètement inutile dans la tragédie de votre propre famille. Élodie renifla bruyamment, s'essuyant le nez avec le dos de sa main. Ce n'est pas juste. Nous avons travaillé si incroyablement dur pour notre style de vie. J'ai lentement vérifié ma montre numérique bon marché. Il était exactement 19h59. Vous avez raison, oncle Marc, dis-je doucement, ma voix coupant facilement la tension toxique épaisse dans la pièce. Je ne suis qu'un spectateur, mais parfois le spectateur a la meilleure vue du jeu. À exactement 20h, un digne aigu et incroyablement fort résonna dans le salon silencieux. C'était le téléphone de Romain posé face visible sur la table basse en verre. Partie 5. Ciao Treyo, que ça explose, pas de cible, 1500 mots. Romain tressaillit violemment au son soudain de la notification de mail. Il fixa le téléphone comme si c'était une grenade dégoupillée. Il tendit lentement la main et le ramassa avec des mains tremblantes. C'est des avocats d'entreprise, chuchota-t-il, ses yeux parcourant frénétiquement l'écran lumineux. C'est un message direct de l'équipe juridique de SV Capital. Toute la pièce retint collectivement son souffle. Le silence était assourdissant. Maman se pencha si loin qu'elle faillit tomber du canapé. Ses mains serrées l'une contre l'autre dans une prière désespérée. Papa arrêta complètement de respirer. Même Élodie s'assit parfaitement droite, les yeux écarquillés d'un espoir animal et désespéré. « Qu'est-ce que ça dit » demanda papa, sa voix craquant d'anxiété. « Lis-le. »
Les yeux de Romain balayèrent rapidement l'écran, lisant le jargon juridique dense. Ils offrent officiellement une réduction, une clause de rachat. Si nous pouvons d'une manière ou d'une autre obtenir 3,2 millions de dollars en financement relais avant la date limite, ils libéreront entièrement leur participation de 60% et se retireront proprement. Ils nous donnent en fait une chance de survivre. Oh, Dieu Tout-Puissant merci, s'écria maman, éclatant en larmes fortes et hystériques de pur soulagement. Tu vois, je t'avais dit que tout s'arrangerait. 3,2 millions, c'est tellement moins que 5. Tu peux trouver ça, n'est-ce pas, Romain? Tu as tellement d'amis riches. Romain ne lui répondit pas. Il était complètement figé, fixant le bas du long email. Sa peau se vida rapidement de toutes couleurs, prenant une teinte maladive et terrifiante de gris pâle. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. Ses mains se mirent à trembler si violemment que le lourd smartphone lui glissa des doigts moites et tomba bruyamment sur la table basse en verre. Romain, demanda Élodie, sa voix tendue par une panique croissante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'email dit d'autre? Pourquoi as-tu l'air comme ça? Romain souleva lentement et mécaniquement la tête. Il ne regarda pas sa femme paniquée. Il ne regarda pas nos parents désespérés. Il regarda droit de l'autre côté de la pièce, au-delà de la table basse, directement dans mes yeux. SV Capital, Romain étouffa, sa voix à peine un chuchotement rauque. L'email, il inclut la divulgation légale formelle et non censurée du bénéficiaire ultime. Qui est-ce? Demanda oncle Marc avec impatience, s'avançant. Les connaissez-vous? Est-ce quelqu'un de la région? Pouvons-nous les appeler pour négocier le prix encore plus bas? Romain déglutit difficilement, une boule visible se déplaçant dans sa gorge. Une seule goutte de sueur froide roula lentement le long de sa tempe. Il leva lentement un bras tremblant et pointa un doigt tremblant directement sur moi. C'est lui. Un silence lourd et absolument suffocant tomba sur la pièce comme un poids de plomb. C'était si terriblement silencieux que je pouvais en fait entendre le léger bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine, au fond du couloir. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est lui? Demanda papa, complètement confus, regardant tour à tour Romain et moi. Romain reprit le téléphone, les yeux écarquillés par une terrifiante et déchirante prise de conscience. Il lut à voix haute la dernière ligne en gras du document juridique, sa voix craquant à chaque syllabe. Qu'il soit légalement connu que SV Capital Holdings est une filiale directe entièrement détenue par Sterling Venture. Le seul propriétaire, directeur général et bénéficiaire ultime de tous les actifs détenus est Gabriel. Maman laissa échapper un petit rire nerveux et très inapproprié. C'est une faute de frappe. C'est une erreur ridicule. Ce doit être un autre Gabriel. Il y a des millions de Gabriel dans le monde des affaires. Il y a son adresse exacte. Maman, dit Romain, sa voix se brisant en un sanglot. Le sale appartement de la 4e rue. Il y a son numéro de sécurité sociale. C'est lui. C'est notre Gabriel. Chaque tête dans la pièce pivota instantanément vers moi. Je ne bougeai pas un muscle. Je ne rompis pas mon intense contact visuel froid avec Romain. Je me penchai lentement en arrière sur ma chaise en bois inconfortable, croisai les bras sur ma poitrine et attendis. Gabriel, dit papa, sa voix forte, exigeante et teintée d'un choc absolu. Qu'est-ce qui se passe ici? Dis-moi tout de suite que c'est une sorte de mauvaise blague élaborée. Ce n'est pas une blague, papa, dis-je, ma voix complètement calme, stable et dépourvue de toute émotion. Je suis l'actionnaire majoritaire et le contrôleur financier suprême de Nextech Solutions. Oncle Marc ricana bruyamment, levant les mains. C'est physiquement impossible. Tu travailles dans un entrepôt sale. Tu conduis une Honda pourrie. Où diable aurais-tu pu obtenir près de 5 millions de dollars en espèces pour investir dans une start-up technologique? J'ai eu exactement 200 000 dollars de grand-mère il y a 10 ans, expliquai-je, parlant lentement et délibérément pour qu'il puisse traiter chaque mot. Je ne l'ai pas immédiatement gaspillé en voiture de sport clinquante ou en maison surdimensionnée et lourdement hypothéquée comme certaines personnes dans cette pièce. Je l'ai investi. Je l'ai capitalisé sans relâche. J'ai construit une société de capital investissement. Aujourd'hui, mon portefeuille privé est évalué de manière conservatrice à environ 80 millions de dollars. Élodie laissa échapper un halètement étouffé, couvrant sa bouche des deux mains. Ses yeux étaient complètement dilatés, me fixant comme si j'avais tout juste fait pousser une deuxième tête. 80 millions, murmura maman,
me regardant comme si j'étais un extraterrestre terrifiant qui venait de tomber à travers son plafond. Il y a des années, continuai-je, gardant mes yeux fixés sur Romain, refusant de le laisser détourner le regard. Quand tu étais complètement en faillite, quand chaque société de capital risque de la Silicon Valley t'a ri au nez, tu étais assis sur ce même canapé, pleurant comme un enfant. Tu allais tout perdre. Ta maison, ta voiture, ta femme. Alors, j'ai créé une société écran sécurisée. J'ai autorisé un virement de 800 000 $. J'ai sauvé ta vie. La mâchoire de Romain se serra si fort que je pensais que ses dents allaient se briser. Une épaisse veine bleue pulsait de colère sur son front. Tu étais mon investisseur providentiel tout ce temps. Chaque fois que je me vantais de mes brillants soutiens de la Silicon Valley, tu te vantais de moi, ai-je terminé sa phrase, ma voix dégoulinant de froide satisfaction. Le frère que tu as impitoyablement ridiculisé pour son salaire d'entrepôt. Le frère que tu as délibérément humilié au dîner pour une tasse de café à 8 $. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, cria papa, son visage virant au rouge vif. Pourquoi nous aurais-tu caché cela à ta propre chair et à ton propre sang de manière aussi malveillante? Nous aurions pu. Il s'arrêta brusquement, coupant sa propre phrase alors qu'il réalisait exactement ce qu'il était sur le point de dire. Nous aurions pu quoi, papa, ai-je lancé, ma voix s'élevant légèrement et résonnant sur les murs. Me demander une aide massive. Vous attendiez de moi que je finance complètement le style de vie somptueux d'Élodie. Vous attendiez de moi que je renflousse enfin l'entreprise en difficulté de l'oncle Marc. Je l'ai caché parce que je savais qu'à la seconde exacte où vous découvririez que j'avais de l'argent réel, je cesserais instantanément d'être un fils, un frère et un neveu. Je ne serais plus qu'un distributeur automatique pour vous tous. Je me suis levé. La chaise en bois a raclé violemment le parquet. Je n'étais plus l'enfant silencieux dans le coin. Je possédais la pièce. J'étais parfaitement heureux de rester caché dans l'ombre, ai-je dit, regardant autour de la pièce les visages pâles et complètement choqués de ma famille. J'étais heureux de te laisser jouer le grand patron, PDG intouchable, Romain. Je ne me souciais pas du crédit public. Mais tu ne pouvais pas simplement réussir et être heureux, n'est-ce pas? Tu devais être exceptionnellement cruel. Tu devais utiliser ta richesse fabriquée comme une arme pour faire en sorte que tout le monde se sente incroyablement petit. Tu as utilisé ma fausse pauvreté pour caresser ton propre ego massif. Alors tu as délibérément détruit toute mon entreprise juste pour me donner une leçon, cria Romain, des larmes de rage absolue et d'humiliation profonde jaillissant de ses yeux rouges. Tu as anéanti 4 ans de ma vie pour une vengeance mesquine. Je n'ai pas détruit ton entreprise, ai-je rétorqué, ma voix dominant l'espace. J'ai juste repris mon propre argent. J'ai réalisé que mon investissement financier finançait lourdement un monstre. Je n'investis pas dans des PDG qui traitent les êtres humains comme des ordures. C'est une très mauvaise affaire, Romain. Romain est retombé lourdement sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Il sanglotait ouvertement maintenant, l'enfant doré intouchable, complètement brisé et exposé. Je viens de vous proposer officiellement un rachat à 3,2 millions de $, ai-je dit froidement, le regardant. C'est une remise massive et incroyablement généreuse. Je te tends littéralement une bouée de sauvetage, Romain. Mais tu vas devoir t'humilier profondément. Tu vas devoir aller là-bas, admettre à tout le monde que tu as perdu ton principal soutien, et mendier un financement relais. Tu vas devoir réellement travailler pour la première fois de ta vie. C'est un moment qui a tout changé quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci de votre patience d'être allé si loin. Vous êtes incroyable. S'il vous plaît, aimez la vidéo et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous avez été avec moi. Cela aidera non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais me fera également savoir que mes expériences ont un sens pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Le silence pesant qui suivit mon discours était plus épais et plus oppressant que tout ce que j'avais jamais vécu de ma vie. La dynamique fondamentale de la pièce avait changé de façon permanente. La structure de pouvoir toxique de notre famille, bâtie et renforcée pendant 30 longues années, venait d'être complètement vaporisée en moins de 5 minutes. Maman se mit à pleurer ouvertement, de longs sanglots déchirants qui gâchaient son maquillage soigneusement appliqué. Elle tendit une main tremblante et désespérée vers moi. Gabriel, s'il te plaît. Nous ne savions pas. Nous n'avions absolument aucune idée. Nous pensions juste que nous te taquinions au dîner. Nous sommes une famille, Gabriel.
Votre propre sang. Tu ne peux pas faire ça à ton frère. S'il te plaît, donne-lui juste l'argent. Je regardais ma mère, ressentant un profond sentiment d'épuisement m'envahir. Taquiner est censé être drôle, maman. Tu riais avec lui pendant qu'il m'humiliait en public. Tu as approuvé sa cruauté. Tu l'as récompensé. Oncle Marc se racla nerveusement la gorge, ajustant son col. Tout son ancien aplomb, toute son autorité arrogante avait complètement disparu. Il me regarda nerveusement comme un paysan terrifié regardant un roi en colère. Gabriel, écoute-moi. 80 millions de dollars. C'est incroyable. Vraiment, c'est un témoignage de ton travail acharné. Tu es un génie financier. Mais sûrement avec une telle richesse immense, tu n'as pas réellement besoin de forcer Romain à aller chercher 3 millions de dollars dans la panique. Tu pourrais simplement lui offrir les actions. Garder la paix familiale. Être le plus grand des hommes. Je laissa échapper un rire sec et dur qui ne contenait absolument aucun humour. Garder la paix. La paix où Romain peut être un tyran absolu et où je dois être le punching ball désigné de la famille. Non, oncle Marc. Les jours de renflouement sans fin sont officiellement terminés. Je reportai toute mon attention sur mon frère. Romain essuya lentement son visage mouillé avec le dos de sa manche de sweat à capuche. Il me regarda, ses yeux rouges, gonflés et complètement vaincus. Pour la première fois de toute sa vie, il n'y avait absolument aucune arrogance dans son regard. Seulement une peur et un désespoir brut et non filtré. Je ne l'ai pas, chuchota Romain, sa voix tremblante. Tu sais que je n'ai pas 3,2 millions de dollars, Gabriel. Les banques ne me toucheront pas en ce moment. Mon crédit est gelé. Je ne peux pas faire ça. Tu as un réseau, répondis-je froidement, ne montrant aucune pitié. Tu as Lucas. Tu as d'autres fondateurs de technologie que tu as rencontrés lors de tes galas sophistiqués. Vends la grande maison. Vends la Porsche d'Élodie. Liquide tes actifs personnels et engage-toi personnellement. C'est exactement ce qu'un vrai PDG fait quand il est dos au mur. Élodie laissa échapper un sanglot étranglé et horrifié à la simple mention de la vente de la Porsche, mais elle n'osa pas dire un seul mot de protestation. Elle avait l'air terrifiée par moi, se recroquevillant sur sa chaise. Tu as exactement 30 jours, Romain, déclarai-je, mon ton finalisant les termes absolus de sa survie. Si l'argent n'est pas sur le compte séquestre de Sterling Venture à exactement 17 heures le 30e jour, mes avocats initieront immédiatement la liquidation au style de Next Tech Solutions. Tout ce que tu as construit sera vendu pour des pièces détachées. Romain hocha lentement la tête, ses yeux baissant vers le sol. Le combat avait complètement, totalement disparu de lui. Il avait été dépouillé, violemment contraint de réaliser que tout son empire, toute son identité, était construit uniquement sur la grâce du frère qu'il méprisait si profondément. Je suis désolé, dit Romain. C'était à peine audible, un chuchotement fragile dans le parquet. Les mots sont incroyablement bon marché, lui dis-je. Montre-moi. Je leur tournai le dos et me dirigeai résolument vers la porte d'entrée. Gabriel, attends, appela papa, faisant un pas frénétique vers moi. Ne pars pas comme ça. Asseyons-nous, prenons un verre. Parlons-en en famille. Je m'arrêtai, ma main posée sur la poignée de porte en laiton. Je regardais lentement par-dessus mon épaule les personnes pâles et brisées qui partageaient mon sang. J'ai besoin de beaucoup d'espace, dis-je. N'appelle pas mon téléphone. Ne te présente pas à mon appartement. Quand je serai tout à fait prêt à te parler à nouveau, je te contacterai. Mais pour l'instant, j'ai un quart épuisant à l'entrepôt demain matin et j'ai besoin de dormir. J'ouvris la lourde porte en chêne et sortis dans l'air frais et vivifiant de la nuit. Je marchai résolument dans la longue allée, passai devant la Porsche brillante et inutile de Romain, et descendis la rue sombre jusqu'à ma Honda Civic de 15 ans. Je déverrouillai la lourde porte, me glissai sur le siège conducteur usé, et claquai la porte, m'isolant en toute sécurité dans l'intérieur calme et sûr. Je serrai fermement le volant. Mes mains tremblaient légèrement à cause de l'énorme poussée d'adrénaline, mais ma poitrine se sentait incroyablement plus légère qu'elle ne l'avait été depuis une décennie entière. Le poids écrasant et immense de cacher ma véritable identité, d'endurer en silence le manque de respect constant et cinglant, avait complètement disparu. J'insérai la clé métallique dans le contact. Le vieux moteur démarra avec un ronronnement familier et profondément réconfortant. Je n'ai pas seulement ruiné l'ego gonflé de mon frère ce soir-là.
Je me suis libéré avec succès. Je m'éloignais du trottoir, laissant ma famille complètement choquée, dévastée, derrière dans cette maison, et je partis vers les lumières brillantes et accueillantes de la ville. La première semaine après cette explosive nuit de vendredi fut la plus calme que ma vie ait connue en une décennie. Je me levais à 5 heures du matin, buvais mon café instantané bon marché et conduisais ma vieille Honda jusqu'à l'entrepôt d'expédition. Le travail physique lourd, soulever des caisses et conduire le chariot élévateur, me semblait différent maintenant. Ce n'était plus un déguisement ou un bouclier contre ma famille avide. C'était juste un travail que j'appréciais sincèrement pour sa simplicité. Je pointais. Je faisais un travail honnête et je dépointais. Il n'y avait pas de politique d'entreprise, pas de réunion de conseil frénétique, et absolument aucun PDG technologique arrogant qui me criait dessus. Mon téléphone est resté complètement silencieux. Pas un seul SMS de ma mère, pas de messages vocaux en colère de mon père, pas de conseils condescendants de l'oncle Marc. J'avais tracé une immense frontière impénétrable et pour la première fois de leur vie, ils étaient suffisamment terrifiés pour la respecter réellement. Mais ce n'est pas parce que mon téléphone était silencieux que le monde était immobile. Par l'intermédiaire de Nicolas, mon gestionnaire de patrimoine, je recevais quotidiennement des briefings très détaillés sur le chaos absolu qui se déroulait de l'autre côté de la ville chez Next Tech Solutions. Romain se battait pour sa vie et il perdait lamentablement. La nouvelle du retrait de SV Capital Holdings s'était répandue dans le secteur technologique local comme un feu de forêt. L'industrie est petite et les potins sont la monnaie principale. Au 7e jour de l'échéance de 30 jours, Romain avait personnellement présenté son projet à 12 différentes sociétés de capital risque et syndicats d'investisseurs providentiels privés. Chacun de lui avait claqué la porte au nez. C'est une réalité brutale des affaires que personne ne veut rattraper un couteau qui tombe. Quand un actionnaire majoritaire exige soudainement un rachat immédiat, l'hypothèse est toujours que le produit de base est fatalement défectueux ou que le PDG a commis une fraude impardonnable. Romain fut contraint d'avaler son immense fierté et de supplier. Il se rendit chez les mêmes investisseurs locaux qu'il avait insultés avec arrogance un an auparavant lors de galas de charité. Il attendit dans leur salle d'attente pendant des heures pour n'avoir que 5 minutes de leur temps avant d'être poliment raccompagné par la sécurité. L'univers lui servait une énorme part amère de humble pie, et il s'étouffait à chaque bouchée. L'immense pression financière commença à fracturer sa vie personnelle parfaite et soigneusement orchestrée. Le 12e jour, Nicolas rapporta un développement significatif. Romain et Élodie se séparaient officiellement. Au moment où la banque a entamé les démarches préliminaires pour geler leurs actifs personnels, la façade d'Élodie a complètement craqué. Elle n'était pas faite pour les tranchées. Elle était faite pour le country club. Quand Romain lui a dit qu'il devait immédiatement vendre la vaste propriété et remettre volontairement la Porsche louée pour récupérer toutes les liquidités disponibles, elle a complètement perdu la tête. Elle a fait 3 énormes valises de marque et a déménagé dans un hôtel de luxe au centre-ville. Selon Lucas, qui informait Nicolas pour s'assurer que l'entreprise ne s'effondrait pas complètement. Élodie a immédiatement engagé un avocat spécialisé dans les divorces très agressifs. Elle a commencé à proférer des menaces légales terrifiantes concernant la garde de leurs biens comme un restant, exigeant sa pleine part avant que le navire ne coule. Elle voulait une énorme pension alimentaire d'un homme qui était mathématiquement à quelques jours de la faillite totale. L'ironie pure était stupéfiante. La femme qui s'était bruyamment moquée de mon salaire d'entrepôt essayait maintenant désespérément de presser du sang d'une pierre pour maintenir ses adhésions au country club. Romain était complètement seul. Au début de la 3e semaine, l'atmosphère au sein de Next Tech Solutions était un véritable cauchemar. Romain avait installé un lit de camp bon marché dans son bureau vitré en coin. Il travaillait 20 heures par jour, uniquement grâce au café noir et à la pure panique. Il avait licencié son équipe marketing coûteuse pour économiser de l'argent. Il avait personnellement pris en charge le débogage du code pour aider Lucas. Il faisait enfin le travail exténuant d'un fondateur de start-up au lieu de simplement jouer le rôle pour les caméras. Lucas l'a confronté le 20e jour. Lucas était fatigué, en colère, et prêt à quitter l'entreprise qu'il avait contribué à bâtir. Il est entré dans le bureau de Romain et a exigé de connaître la vérité sur SV Capital. Il a exigé de savoir exactement pourquoi l'investisseur mystérieux avait coupé le financement si violemment. Romain s'est effondré. Il s'est assis à son bureau, a enfoui son visage dans ses mains et a tout avoué à son cofondateur. Il a raconté à Lucas l'histoire du restaurant. Il lui a raconté le commentaire sur le café. Il a avoué que son propre frère, l'homme qu'il avait impitoyablement ridiculisé pendant des années,
était le brillant cerveau financier qui les maintenait tous à flot. Il a admis que sa propre arrogance toxique avait détruit leurs rêves. Au lieu de démissionner, Lucas s'est assis. Il a regardé Romain, dépouillé de ses costumes sur mesure et de son ego gonflé, et a vu un homme qui avait enfin touché le fond. Lucas a accepté de rester, mais seulement à la stricte condition que Romain cède une partie de ses propres actions votantes à Lucas s'il survivait au mois. Romain a accepté instantanément. L'ego était mort. Le 28e jour, exactement 48 heures avant que mes avocats n'engagent légalement les protocoles de liquidation hostile, Romain est entré dans les bureaux du centre-ville de Sterling Venture. Il ne savait pas que je possédais Sterling. Il savait juste que c'était l'énorme et intimidante société mère de SV Capital Holdings. Il avait réussi à rassembler un consortium désespéré de 3 investisseurs locaux mineurs qui étaient prêts à investir un total de $1 million. Romain avait vendu sa maison à perte, liquidé l'intégralité de son portefeuille de retraite et vendu toutes les montres de luxe qu'il possédait, mais il lui manquait encore $500 000 par rapport au chiffre de rachat de $3,2 millions que j'avais fixé. Il allait là-bas pour supplier une prolongation de 48 heures. Il a été escorté dans une immense salle de conférence en acajou. Assis à la tête de la table, ce n'était pas moi. C'était Monsieur Duval lui-même, l'associé principal et le visage public de la firme. Monsieur Duval est un requin financier de 60 ans qui ne tolère pas les imbéciles. Romain s'est assis, épuisé, les mains tremblantes alors qu'il exposait ses tableurs financiers désespérés. Il a pratiquement supplié Monsieur Duval une légère prolongation, expliquant qu'il avait tout sacrifié ce qu'il possédait, son mariage, sa maison, sa fierté pour lever le capital. Monsieur Duval a regardé les documents, puis a regardé Romain avec des yeux comme de la glace pilée. Monsieur Romain, a dit Monsieur Duval, sa voix résonnant dans la grande pièce. Avez-vous une idée de la personne à qui vous avez affaire? Comprenez-vous vraiment le calibre de l'homme que vous avez insulté à table? Romain a baissé les yeux vers ses genoux. Je sais que c'est mon frère. Je sais qu'il a réussi. Je sais que j'ai été un imbécile. Monsieur Duval s'est penché en avant, posant ses mains sur le bois poli. Votre frère n'a pas seulement réussi. C'est un fantôme dans cette industrie, et il est absolument mortel. Il a bâti un empire à partir d'un petit héritage pendant que vous vous travestissiez en costume sur mesure. Mais plus important encore, vous devez comprendre sa stratégie sous-jacente. Vous êtes assis ici à mendier une prolongation parce qu'il vous manque un demi-million sur le rachat de $3,2 millions. Oui, monsieur, a chuchoté Romain. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Vous n'avez pas besoin de temps, l'a corrigé Monsieur Duval sèchement. Vous devez comprendre les mathématiques. Lorsque votre frère m'a demandé de vous envoyer l'offre de rachat, il n'a pas arbitrairement choisi le chiffre de $3,2 millions. Il a effectué un audit forensique complet de toute votre vie. Il a calculé la valeur exacte dépréciée de votre maison hypothéquée. Il a calculé la valeur de liquidation immédiate de votre portefeuille d'actions personnelles. Il a pris en compte exactement combien vous pouviez raisonnablement lever auprès des investisseurs minoritaires si vous présentiez parfaitement votre projet. Il savait exactement ce que vous valiez. Romain a levé les yeux, ses yeux s'écarquillant de confusion. $3,2 millions, a poursuivi Monsieur Duval, sa voix adoptant un ton sérieux et autoritaire. Était exactement le montant maximum absolu de capital liquide que vous pouviez physiquement lever si vous vendiez tout ce que vous aimiez et réduisiez votre ego à néant. Il ne vous a pas offert de réduction comme une punition, Romain. Il a mathématiquement calculé votre seuil de survie exact. Il vous a poussé au bord du précipice, vous obligeant à vous débarrasser de toutes vos richesses factices juste pour prouver que vous pouviez survivre à la chute. C'était une bouée de sauvetage calculée. La prise de conscience frappa Romain comme un train de marchandises. Le poids immense et indéniable de ce que j'avais fait écrasa finalement les derniers fragments de sa fierté. Je n'avais pas essayé de le détruire. Je l'avais soigneusement, méthodiquement forcé à détruire complètement sa propre identité toxique afin qu'il puisse se reconstruire en un homme véritable. Romain quitta le bâtiment de Sterling Venture dans un état de choc total. Il retourna à son bureau, appela Lucas et ils restructurèrent leur propre répartition d'actions. Romain donna suffisamment d'actions à Lucas pour obtenir un prêt personnel du riche beau-père de Lucas afin de couvrir le dernier demi-million de dollars. Le 29e jour, à exactement 16 heures, mon téléphone sonna. J'étais assis dans mon appartement, regardant le paysage urbain. C'était Nicolas. Gabriel, dit Nicolas,
sa voix teintée d'un respect sincère. Le virement vient d'être compensé sur le compte séquestre. 3,2 millions de dollars de fonds propres et vérifiés. Nextech Solutions a officiellement racheté SV Capital. Ils sont libres et clairs. Vous êtes officiellement désinvesti. Merci, Nicolas, dis-je doucement. 10 minutes plus tard, mon téléphone sonna à nouveau. C'était Romain. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Bonjour, Gabriel, dit Romain. Sa voix était complètement différente. Ce n'était pas le ton arrogant d'un PDG. Ce n'était pas la panique frénétique et aiguë d'un homme mourant. C'était calme. C'était incroyablement lourd. C'était la voix d'un homme qui avait traversé l'enfer et survécu. J'ai reçu la notification, dis-je. Félicitations. Tu as sauvé ton entreprise. Non, me corrigea immédiatement Romain. Tu as sauvé mon entreprise 2 fois. Tu l'as sauvée il y a 4 ans avec ton argent et tu l'as sauvée ce mois-ci en me forçant à la gagner réellement. Je ne dis rien. J'écoutais juste le son régulier de sa respiration au téléphone. J'ai eu une réunion avec Monsieur Duval, continua Romain, sa voix se brisant légèrement. Il a expliqué les calculs. Il a expliqué les 3,2 millions. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu m'as fait vendre la maison. Tu m'as fait perdre la voiture. Élodie a déposé les papiers du divorce hier parce que l'argent est parti. Tout ce que je pensais être mon succès a complètement disparu. Et Gabriel. Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Je souris doucement en regardant le coucher de soleil. L'ego est une chose très coûteuse à entretenir, Romain. Cela te ruine finalement. Je suis tellement désolé, dit-il, et cette fois les mots portaient le poids d'une montagne. Il ne s'excusait pas pour obtenir quelque chose de moi. Il s'excusait parce qu'il le pensait vraiment profondément. Je suis désolé pour le dîner. Je suis désolé pour les 4 dernières années. Je suis désolé pour chaque fois que je t'ai fait te sentir petit pour que je puisse me sentir grand. Tu es l'homme le plus intelligent et le plus honorable que je connaisse. Et je t'ai traité comme de la saleté. Je n'attends pas que tu me pardonnes maintenant. Je sais que ça prend du temps, mais je te promets que je passerai le reste de ma vie à te prouver que j'ai appris la leçon. Les actions parlent plus fort que les excuses, Romain, dis-je fermement. Mais la colère avait disparu de ma voix. Tu as une entreprise à gérer. Fais-le bien cette fois. Traite tes collaborateurs avec respect. Construis quelque chose de réel. Je le ferai, promit-il. Merci, Gabriel, pour tout. Il raccrocha. Je m'assis dans mon appartement silencieux, les ombres du soir s'étirant sur le sol. La tempête était enfin terminée. Les vagues violentes s'étaient écrasées. L'épave avait été dégagée. Et pour la première fois de ma vie, j'attendais l'aube nouvelle avec impatience. Les conséquences immédiates du rachat ont fondamentalement reprogrammé toute notre dynamique familiale. C'est comme si quelqu'un avait pris le lourd et toxique livre de règles que nous avions tous aveuglément suivi pendant 30 ans et l'avait jeté directement dans une déchiqueteuse à bois. Mes parents, qui avaient passé des décennies à vénérer l'autel du succès clinquant et superficiel de Romain, ont été contraints de se regarder longuement et incroyablement inconfortablement dans le miroir. Ils ont réalisé que leur favoritisme flagrant ne m'avait pas seulement profondément blessé. Il avait activement permis à un monstre de se développer en Romain. Ils ne m'ont pas appelé pendant 2 semaines complètes. Quand maman a finalement tendu la main, elle n'a pas demandé une seule faveur. Elle a juste demandé si je serais prêt à les rencontrer pour une tasse de café tranquille dans un restaurant local. Pas de restaurant cher, pas de tenue de gala pour impressionner les serveurs, juste une cabine tranquille à l'arrière. Nous nous sommes rencontrés et ils se sont excusés. C'était gênant. C'était douloureux. Et c'était nécessaire. Je leur ai dit que je les aimais. Mais la limite que j'ai fixée ce vendredi soir était permanente. Je ne serai jamais leur filet de sécurité financière. Je ne financerai jamais une retraite luxueuse. Je paierai leurs soins médicaux s'ils en avaient vraiment besoin, mais mon argent était le mien. Ils ont accepté sans la moindre dispute. Ils avaient appris à craindre le fil silencieux. L'oncle Marc a essayé de me coincer lors d'un barbecue familial 2 mois plus tard. Il avait un nouveau dossier brillant contenant une proposition commerciale pour une chaîne de lavautos automatisée. Il a essayé de me faire son pitch près du grill,
me passant le bras autour de l'épaule avec son ancien aplomb familier. Je n'ai même pas regardé le dossier. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Oncle Marc, si tu essaies un jour de me présenter une idée commerciale lors d'un événement familial, j'achèterai ta quincaillerie en faillite par l'intermédiaire d'une société écran. Liquiderai l'inventaire et transformerai le bâtiment en parking. » Il pâlit, recula lentement et ne me parla plus jamais d'affaires. Ma sœur Léa fut la seule à aborder la nouvelle réalité correctement. Elle m'a appelé quelques mois plus tard, très hésitante et respectueuse. Elle n'a pas demandé d'aide. Elle a demandé si je serais prêt à m'asseoir et à lui apprendre comment mettre en place un fonds d'études pour ses 2 jeunes enfants. Elle voulait savoir comment j'avais capitalisé mon héritage initial. J'ai passé 3 heures avec elle à ma table de cuisine, dessinant des graphiques, expliquant les fonds indiciels et lui enseignant la discipline brutale de l'investissement à long terme. C'était la meilleure conversation que nous ayons jamais eue. Une année entière passa. Nextech Solutions n'a pas seulement survécu à la crise. Elle a prospéré. Dépouillé de son énorme ego et de sa femme toxique, Romain est devenu un leader complètement différent. Il écoutait Lucas. Il respectait ses jeunes employés. Il a cessé de gaspiller le capital de l'entreprise dans des coûts de marketing ridicules et s'est entièrement concentré sur le logiciel de base. L'industrie a remarqué le changement radical dans la culture et la stabilité de l'entreprise. Exactement 14 mois après le dîner familial explosif, Nextech Solutions est officiellement entré en bourse. Ce n'était pas une introduction en bourse mondiale de plusieurs milliards de dollars de la Silicon Valley. C'était une offre publique modeste, très réussie et incroyablement stable. L'action a ouvert en force et a maintenu sa valeur. Romain, même avec sa participation considérablement réduite, est redevenu un homme très riche. Mais cette fois, c'était une vraie richesse. Elle était méritée. C'était un terrain solide, pas un château de cartes fragiles bâti sur mon argent secret. Pour célébrer le succès de l'introduction en bourse, Romain a loué une salle privée dans un joli restaurant de steak discret du centre-ville. Il a invité toute l'équipe fondatrice, la famille de Lucas, nos parents, Léa et moi. Je portais un costume simple et propre, rien de clinquant. Je conduisais ma vieille Honda Civic et la garais entre une rangée de berlines chères. Quand je suis entré dans la salle privée, l'atmosphère était vraiment chaleureuse. Il n'y avait pas de tension. Il n'y avait pas de posture. Une fois le plat principal débarrassé, Romain se leva à la tête de la table. Il prit son verre d'eau pétillante. Il avait complètement arrêté de boire de l'alcool après le divorce. La pièce se calma alors qu'il regardait autour de la table. Il y a 1 an, commença Romain, sa voix stable et calme. J'étais un imposteur complet. J'avais une grande maison, une voiture rapide et un ego qui écrasait quiconque s'approchait trop. Je pensais que j'étais un génie qui avait construit un empire entièrement seul. J'étais arrogant. J'étais cruel. Et j'étais dangereusement aveugle. Il regarda directement maman et papa. Je tiens à remercier mes parents de m'avoir soutenu, mais plus important encore, je tiens à les remercier de m'avoir donné le frère que j'ai. Romain tourna son regard vers moi. Toute la pièce déplaça son attention vers l'endroit où j'étais assis tranquillement au bout de la table. Je suis ici aujourd'hui, PDG d'une entreprise publique prospère, uniquement grâce à Gabriel, dit Romain, sa voix lourde d'une émotion sincère. Il ne m'a pas seulement donné l'argent initial pour survivre quand tout le monde me tournait le dos. Il m'a donné la leçon la plus dure, la plus douloureuse et la plus nécessaire de toute ma vie. Il a complètement détruit le monde factice dans lequel je vivais, me forçant à en construire un vrai. Il m'a montré que la vraie richesse n'est pas ce que vous conduisez, c'est ce que vous pouvez endurer lorsque tout vous est enlevé. Romain leva son verre haut. À Gabriel, l'investisseur le plus intelligent que je connaîtrai jamais, le professeur le plus difficile que j'ai jamais eu, et le frère que j'aurais dû apprécier dès le début. À Gabriel, la table fit écho doucement, levant ses verres. Je souris, hochai légèrement la tête en signe de reconnaissance, et pris une gorgée de mon eau. C'était un bon moment. C'était un moment de guérison, mais cela n'a pas changé qui j'étais fondamentalement. Le lendemain matin, mon réveil a sonné à 4h30. Je suis sorti du lit, j'ai mis mon jean délavé, mon t-shirt simple et mes bottes de sécurité abîmées. J'ai conduit ma Honda bosselée dans les rues sombres et calmes de la ville jusqu'à l'entrepôt logistique. La semaine dernière, le directeur de l'entrepôt m'avait convoqué dans son petit bureau. Il m'avait proposé une promotion au poste de superviseur régional,
avec une augmentation de salaire et un camion de société. J'ai poliment refusé. Je lui ai dit que j'aimais le travail physique au sol. J'aimais la simplicité absolue de déplacer une lourde boîte d'un point A à un point B. Cela gardait mon esprit vif, mon corps fort et mon ego complètement ancré dans la réalité. J'ai pointé à exactement 5 heures du matin. Avant de me diriger vers les quais de chargement, je me suis arrêté au petit chariot à café garé près de l'entrée des employés. Le barista, un homme plus âgé nommé Sam, a souri en me voyant. L'habituel, Gabriel, demanda Sam en essuyant le comptoir. Oui, samedi. L'habituel, répondis-je. Il me tendit une grande tasse fumante de café torréfié noir de qualité supérieure. Coût, exactement $8. Je lui tendis un billet de $10 et lui dis de garder la monnaie. Je sortis vers la baie de chargement, sentant l'air froid du matin me frapper le visage. Je pris une longue, lente gorgée de café chaud. Le goût était incroyable. Il avait le goût de la liberté. Il avait le goût d'une paix absolue. Je regardais le soleil levant peindre le paysage urbain de nuances d'or et d'orange. J'avais 80 millions de dollars sur des comptes sécurisés et fortement diversifiés. J'avais une famille entière qui me respectait enfin. J'avais un frère qui avait appris à être un véritable être humain. Et j'avais une vie calme et simple que j'aimais absolument. Le succès a des visages incroyablement différents pour chacun. Il a fallu à ma famille une vie entière d'erreurs, un effondrement financier brutal et une terrifiante prise de conscience pour enfin apprendre cette leçon, mais ils l'ont apprise, et j'étais enfin libre d'être moi-même. Maintenant, je voudrais prendre un moment pour m'adresser directement à vous tous qui regardez ceci. La plus grande leçon que j'ai tirée de toute cette épreuve ne concerne pas la façon de gagner des millions de dollars sur le marché boursier, et elle ne concerne certainement pas les mécanismes d'un rachat d'entreprise. La vraie leçon concerne l'illusion immense et dangereuse du succès moderne. Nous vivons dans un monde qui nous supplie constamment de juger un livre à sa couverture incroyablement brillante. On nous apprend à respecter l'homme en costume sur mesure et à plaindre l'homme aux bottes de travail sales. Mais le vrai pouvoir, le pouvoir réel et inébranlable, est silencieux. Il n'a pas besoin de crier pour attirer l'attention lors d'un dîner d'anniversaire. Il n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir grand. La vraie richesse est la liberté absolue d'être exactement qui vous êtes sans nécessiter la validation de quiconque autour de vous. Mon frère a failli perdre son âme à courir après les applaudissements des étrangers. Et il a fallu tout perdre pour qu'il trouve enfin son caractère. Ne laissez jamais personne dicter votre valeur en fonction de votre titre de poste ou de votre compte bancaire. Et ne sous-estimez jamais la personne silencieuse assise au bout de la table. J'adorerais entendre vos réflexions à ce sujet. Quelle a été votre perspective préférée ou la leçon la plus significative de cette histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Ou si cette histoire vous a simplement touché et que vous appréciez la leçon, commentez simplement le mot « bien » pour que je sache que vous étiez là avec moi jusqu'à la toute fin. Votre interaction compte énormément pour moi et aide à diffuser ces histoires importantes à plus de gens qui pourraient avoir besoin de les entendre aujourd'hui.